Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, le continent africain fabriquera-t-il bientôt des vaccins anti-Covid? Après le feu vert de Washington pour une levée des brevets, un pays se dit déjà prêt à accueillir une usine de fabrication. C'est le Rwanda. Explication à suivre dans cette édition. Un nouveau confinement décrété en Tunisie pour faire face à la troisième vague de Covid-19. Une décision que justifie le Premier ministre car, dit-il, le pays traverse la pire crise sanitaire de son histoire. Nous verrons que c'est un coup dur pour les Tunisiens qui s'apprêtaient à célébrer la fête de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois de Ramadan. L'invité de ce vendredi, c'était Jean-Luc Raharimanana, la grande voix de la littérature malgache, poète, romancier, homme de théâtre. Il publie un objet littéraire non identifié entre contes poétiques et pamphlets politico-philosophiques, tissé aux éditions Mémoire d'Encrier, un livre qui ne vous laissera pas indifférent, extrait de notre entretien dans cette édition. On ouvre ce journal par un enjeu primordial pour les Africains, celui des vaccins anti-Covid. Ce mercredi, Washington s'est dit favorable à la levée des brevets. En clair, plus de laboratoires pourront fabriquer des vaccins dans le monde. Un geste important à l'heure où les pays pauvres manquent de doses. Et selon le président Paul Kagame, les négociations sont bien avancées pour implanter une usine prochainement au Rwanda. Shirley Silva. C'est ici qu'est fabriquée une grande partie des vaccins destinés aux pays d'Afrique, en Inde. Le système COVAX, notamment, réservait des vaccins aux populations les plus pauvres, celles qui n'avaient presque pas d'autres moyens de s'en procurer. Mais la catastrophe sanitaire en Inde a ralenti l'acheminement des vaccins. Et des pays qui étaient déjà victimes d'une concurrence internationale pour se procurer les vaccins sont désormais encore plus vulnérables. C'est dans ce contexte que le président rwandais annonce cette semaine que son pays négocie avec des fabricants pour que des vaccins à ARN messager soient produits au Rwanda. So long as Africa remains dependent on other regions for vaccines, we will always be at the back of the queue whenever there is scarcity. Une telle entreprise peut-elle se mettre en place rapidement? Pour certains, il serait plus simple de produire des vaccins dans les 5 pays qui en produisent déjà pour d'autres maladies. We already make vaccines for human use in 3 countries in Africa. We make animal vaccines in something like about 7 or 8 countries in Africa. It can be done. La levée des brevets pourrait accélérer la mise en place de la production. En parallèle, des pays et des institutions poussent tous les acteurs disposant de vaccins à les acheminer au plus vite. Et pour rester sur les vaccins, l'OMC vient d'homologuer le vaccin chinois Sinopharm. Il va ainsi intégrer le dispositif COVAX qui permet aux pays défavorisés d'avoir accès aux précieux sérums. Et c'est la première fois que l'organisation donne son homologation en urgence à un vaccin chinois et quelle que soit la maladie concernée. Ce vaccin a déjà été administré à des centaines de millions de personnes en Chine, mais aussi dans d'autres pays. La Tunisie traverse la pire crise sanitaire de son histoire. C'est par ces mots que le Premier ministre tunisien a débuté son allocution. Hichem Mechichi a averti que le système de santé menaçait de s'écrouler en raison de l'afflux grandissant des malades dans les hôpitaux, d'où un confinement total du 9 au 16 mai pour faire face à la troisième vague de Covid-19, une date qui coïncide avec la fin du mois du Ramadan. David Gilbert. Un Aïd el-Fitr sans célébration pour les Tunisiens. La fête de la fin du Ramadan aura lieu en fin de semaine prochaine, mais le Premier ministre a annoncé un confinement total du pays dès ce dimanche pour une durée d'1 semaine. Les marchés, les mosquées, les écoles et les commerces non essentiels seront fermés, les rassemblements et les déplacements interrégionaux interdits. Des mesures exigées selon le chef du gouvernement par la situation due au Covid-19. Les établissements de santé menacent de s'écrouler, c'est un risque colossal. Nos médecins sont à bout de nerfs. Le pays traverse la pire crise sanitaire de son histoire. Les services de réanimation sont notamment saturés, avec plus de 500 patients. Le nombre de décès quotidiens atteint désormais une centaine.
Des hôpitaux de campagne ont dû être installés et les stocks d'oxygène sont insuffisants, d'où la nécessité d'empêcher au maximum les contacts à une période où les Tunisiens se réunissent habituellement. Il s'agit également pour le pays de se stabiliser avant le lancement de sa saison touristique, dont l'économie nationale déjà sinistrée dépend en grande partie. Jeudi, le FMI a annoncé être prêt à venir en aide à la Tunisie, dont la dette s'élève à 30 milliards d'euros, soit 100% de son PIB, en échange de réformes sociales contraignantes. En Somalie, les combattants pro-opposition se sont retirés de la capitale. Ils contrôlaient plusieurs quartiers et certains axes de Mogadiscio depuis près de 2 semaines. Leur retrait était prévu par un accord conclu avec le gouvernement. Écoutez le porte-parole des forces militaires somaliennes. iyo amarkii prime ministerka dalka waxaan fulinay awaamirtii baarlamaanadii ugu horeeyay taasoo qayb ka ahayd inaan ciidamada ka soo saarno magaalada Muqdisho waxaan joognaa daafaha magaalada Muqdisho runtii waxaan rajaynayaa sidii aan awaamirtii u fulinay si la mid ah in sharcigii la soo dabaqay loo fuliyo waan rajaynaynaa prime ministerka inuu arintaasi maartay meel marsho. On passe au reste de l'actualité africaine en bref et en images. Au Mali, 3 soldats ont été tués par l'explosion d'un engin artisanal. Leur convoi a été visé alors qu'ils traversaient le secteur de Hombori au centre du pays et 6 autres personnes ont été gravement blessées. 10 personnes tuées et plusieurs étudiants enlevés dans le sud-est du Nigeria, une région où les tensions séparatistes sont croissantes. 2 policiers sont parmi les victimes, les autres sont des assaillants qui étaient venus armés. Les Zoulous enterrent leur reine ce vendredi, une semaine après son décès et après lui avoir rendu hommage dans les rues de Johannesburg. Chiwiye Manfobi Dlamini Zoulou rejoint son époux décédé il y a tout juste un mois. La succession qui s'annonçait compliquée a été résolue. C'est son fils qui accède au trône. Notre invité de ce vendredi, c'était Jean-Luc Rahari Manana, poète, romancier, homme de théâtre malgache qui aime se définir comme un habitant du verbe. Dans ce livre, Tissé, qui porte bien son nom, car ces mots sont tissés entre contes poétiques, récits philosophiques et pamphlets politiques, le lecteur est sans cesse ballotté entre mythe et histoire. Écoutons-le nous parler de son narrateur qui est surprenant car c'est un enfant ancêtre. On l'écoute. Le narrateur, c'est un enfant ancêtre qui n'existe pas encore et qui est dans un pré-monde où il voit tout, en fait, où il est dans les dimensions des temps passés, des temps présents, et puis il peut anticiper vers l'avenir. Et donc, oui, le choix déjà du narrateur fait qu'on est dans une sorte de temps mouvant, dans tout ce que l'esprit, en fait, peut concevoir. Et alors, parmi les contes, il y a des contes dans ce récit. Un m'a intéressé particulièrement avec une morale très féministe. Encore un des aspects du livre, c'est celui des 2 jumeaux. Est-ce que vous pourriez nous le raconter ? Les 2 jumeaux, c'est-à-dire, vous avez dans la construction du monde, dans les mythes malgaches, il y a un être primordial qui a cette possibilité d'être à la fois féminin et masculin. Et donc, c'est pas exactement des jumeaux, mais le même aspect d'une même personne. Et en fait, nous portons tous cette possibilité de voir les aspects de l'humanité. Et c'est les questions politiques qui font qu'on appuie sur l'un ou l'autre aspect. Et je voulais en fait rétablir tout cela. J'invite les lecteurs à lire le livre pour se rendre compte de plus de détails. Mais là, je vous propose d'écouter un extrait qu'on a lu, l'extrait du livre, et puis on en parle tout de suite après. Ainsi a procédé le colonialisme, nous couper de notre propre beauté, nous disposer à croire en notre laideur et nous inoculer cette obsession de l'autodestruction, nous effacer, nous-mêmes, nous rayer, de nous-mêmes, nous convaincre, de notre immaturité, de l'inutilité d'amener nos êtres plus loin dans l'accomplissement, nous persuader de notre absence dans l'histoire et dans la culture, nous inciter à renoncer à notre propre image,
nous conforter dans la paresse, défiler nos mensonges afin de ne jamais nous voir nus dans la vérité de nos peaux. Nous l'avons entendu dans cet extrait, vous invitez les Africains à arrêter avec cette obsession de l'autodestruction, à revenir à la source de leurs histoires, de leur langue, sans quoi vous dites qu'un futur est impossible finalement. Je dis tout simplement qu'il faut revenir aussi à notre propre beauté et pas toujours d'être dans une démarche d'affliction, pas toujours dans une démarche de se dire qu'on a été victime de quelque chose. Évidemment, on a été victime du colonialisme, mais on ne doit pas rester là-dedans parce que le décolonialisme, c'est ça aussi, c'est se découvrir nos propres capacités de tisser des choses, de tisser la vie tout simplement. Et j'incite plutôt à aller vers cette idée que chaque partie de l'humanité a trouvé une manière belle d'être au monde. Et donc, je réinvite dans cette beauté de la vie. Allez, c'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.